Jean-Louis Victor est écrivain et conférencier, entre autres. Richard Cummings, l'animateur d'Émergence, m'en a parlé comme de quelqu'un sans prétention. Mais c'est par contre quelqu'un d'assez exceptionnel à plusieurs points de vue. Louise Courteau le connaît depuis plusieurs années. Qu'est-ce que le nom Jean-Louis Victor évoque pour vous, Louise? Jean-Louis Victor, pour moi, quand on me parle de ce nom, c'est la sagesse. Vraiment? Oui. Wow! La maturité, la connaissance et une pédagogie tout à fait particulière. Qu'est-ce que vous entendez par pédagogie tout à fait particulière? Jean-Louis a une façon de transmettre la connaissance, je dis bien la connaissance et non pas ses connaissances, a une façon tout à fait particulière de transmettre la connaissance par l'humour, qui est un humour qui me rejoint totalement. Mais cet humour-là est présent dans la vie quotidienne. Ah, dans la vie quotidienne, c'est pas juste un livre qu'il a écrit comme ça, où il traite le tout avec beaucoup d'humour. Dans la vie, Jean-Louis, c'est un homme qui a le sens de l'humour. On ne s'ennuie jamais avec Jean-Louis. Pourriez-vous nous parler de ses origines un peu particulières? Ses origines un peu particulières, je pense que Jean-Louis nous le dira lui-même tout à l'heure, mais Jean-Louis est le petit-fils de Jeanne Laval. Jeanne Laval a été considéré et est encore considéré comme le plus grand médium de France. Jean-Louis avait un lien tout à fait particulier, très intime, très chaleureux avec sa grand-mère, avec qui il a vécu vraiment plusieurs années. Et il avait donc des liens très, très étroits. Il a reçu une formation de psychologue. Il a été professeur en philosophie aussi. Exact. Mais c'est plus l'angle, la face cachée des choses qui l'intéressent, je pense. Exactement. Et la parapsychologie, c'est vraiment son fief, si vous voulez. Et tout ça, je pense, vient non seulement de ses aptitudes personnelles, mais aussi de l'éducation qu'il a eue avec sa grand-mère. Et pensez-vous qu'on peut lui poser toutes les questions ou il y en a sur lesquelles il vaut mieux marcher sur les œufs? Jean-Louis, c'est non seulement comme un grand livre ouvert, mais c'est comme un miroir ciselé. Alors, on peut tout demander à Jean-Louis et surtout, il va nous répondre à toutes les questions. Jean-Louis Victor, vous avez étudié la psychologie appliquée, la psychologie du comportement. Vous avez été prof de philo. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé toujours davantage à l'invisible, au paranormal, à l'ésotérisme, plutôt que... Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que, c'est vrai, je suis le petit-fils d'un des plus grands médiums en Europe, Jeanne Laval, et je reconnais que cette famille, par rapport à l'hérédité, a favorisé peut-être un terrain d'intérêt pour ces questions appelées parallèles. La deuxième question, qui a joué en faveur de l'intérêt pour ces questions, si l'on peut dire, c'est que je me suis intéressé d'abord à l'endroit du monde, c'est-à-dire à ce qui se voit, à ce qui se mesure, c'est vrai, et au niveau psychologique, j'ai vite vu les limites de la psychologie. Pour moi, la psychologie est pratiquement la plus grande faillite du XXe siècle, si vous voulez. Pourquoi vous dites ça? Dans le sens où on voit très vite les limites, et on ne peut pas aller au-delà de ces limites dans les explications et dans les solutions. C'est très limité. À partir de là, de la psychologie, je suis passé à la parapsychologie qui étudiait la zone frontière reconnue, mais difficile à maîtriser et à classifier dans des catégories classiques. C'est la parapsychologie. Et de la parapsychologie, on passe à la métaphysique, à la recherche intérieure, à la voie intérieure. Voilà à peu près la démarche qu'on peut faire. C'est on passe du matérialisme à la psychologie, psychologie, parapsychologie métaphysique, et ensuite c'est la voie intérieure ou voie initiatique. Mais dans les sujets qui vous intéressent, il y a beaucoup d'appellations non contrôlées où on voit le meilleur, mais surtout le pire, j'ai l'impression. J'aimerais entendre votre définition de l'ésotérisme. La définition de l'ésotérisme,
si vous voulez, c'est la recherche au-delà de ce qui apparaît normal sur le plan concret. En termes plus simples, c'est l'envers du monde. L'ésotérisme, c'est l'envers du monde. L'endroit, c'est ce qui se voit. L'envers, c'est ce qui se ressent. Et l'ésotérisme a ses lois. À l'endroit, vous avez des lois concrètes. Les mathématiques, la physique, la chimie sont des lois concrètes, si vous voulez. Ce sont des sciences exactes. Dans l'ésotérisme, il y a des lois, il y a des sciences appelées conjecturales. Ces sciences conjecturales ne sont pas exactes. Ce sont des sciences du possible. Et c'est vrai qu'elles approchent ce qui nous intéresse tous au plus profond. La notion de destin, l'explication d'une existence. Et ces sciences conjecturales sont nombreuses. Les plus connues sont la numérologie, l'astrologie, les tarots, la géomancie. La liste est longue. Et dans un sens général, on peut appeler science conjecturale toute démarche qui essaie de s'intéresser à l'ailleurs, à l'au-delà, à tout ce qui concerne la vie, le destin, la mort, la réincarnation. C'est tout l'envers du monde. Et le passionnant, ce n'est pas l'endroit, ça se mesure, c'est vite limité. Le passionnant, c'est l'envers. Et curieusement, le pouvoir n'est pas à l'endroit sur Terre, comme on peut le penser. Le pouvoir est à l'envers. Et dans tous les domaines. En biologie, il suffit d'un petit microbe qu'on ne voit même pas ou d'un virus pour nous mettre à terre avec de la fièvre pendant 15 jours. Il a le pouvoir et on ne le voit pas. Dans tout ce qui est invisible, on peut dire, tient les clés du monde manifesté. Et c'est ça qui est important, ce qui va toujours intéresser. Vous me demandiez ma définition de l'ésotérisme. L'ésotérisme étudie ce qu'on appelle les causes, l'endroit du monde où nous sommes, nous subissons les effets. Et ce qui m'a toujours intéressé sont les causes, parce que les causes donnent les clés, alors que les effets donnent les moyens. Mais si on vient au monde de tête en bas, peut-être qu'on est à l'endroit quand on arrive. Alors évidemment, vous avez des êtres qui arrivent sur Terre avec peut-être plus de possibilités ou un terrain prédéterminé, car je crois, c'est vrai, au prédéterminisme, c'est-à-dire les terrains qui prédisposent à telle ou telle carrière, à telle ou telle façon de fonctionner. Il y a un prédéterminisme biologique. C'est vrai que par l'étude scientifique actuelle de la biologie, on peut dire telle personne, eh bien, elle a le terrain pour telle maladie, on en est là quand même, hein. Elle a le terrain pour telle maladie, elle a le terrain pour telle prédisposition intellectuelle, elle sera limitée ou intelligente, on le voit en biologie, on le voit de plus en plus par l'étude de la génétique et de la biologie. Mais il y a un prédéterminisme énergétique aussi. Certains ont plus de vitalité, on va dire, que d'autres. Il y a un prédéterminisme karmique. Curieusement, j'étais à l'enseignement autrefois, c'est vrai, et quand je rentrais, le premier jour de l'année scolaire, je sentais, en voyant les élèves, celui qui réussirait son examen alors qu'il ne ferait rien de son année, mais il avait un facteur appelé chance, il allait compter là-dessus, il aurait l'examen. Il y avait le bon élève où on dit bonne volonté sur les carnets, fait ce qu'il peut. Il avait la moyenne et il n'aurait pas l'examen parce qu'à l'examen, il lui manquera un point, il n'avait pas la chance suffisante. Et tous ces terrains, on les voit au départ. Alors quand on les perçoit comme cela, qu'on travaille l'ésotérisme, la recherche intérieure, devient apparent tout le monde des causes qui sous-tendent le monde manifesté. C'est là que ça devient intéressant. On n'est plus des pantins dont tire les ficelles, on devient à ce moment-là l'artisan de son propre devenir et on essaie au niveau personnel, comme disait Goethe, d'atteindre la seigneurie de soi-même. Ça c'est très important. Quelle serait la différence que vous feriez, Jean-Louis, entre le destin et le karma? La différence entre le destin et le karma, il y a 3 mots qu'on peut essayer de définir. Destin, karma, existence. Pour moi, le destin et le karma, c'est la même chose. Cela correspond à un autre mot qui s'appelle le programme. Je pense qu'effectivement, en nous, il y a un programme, on l'a vu un petit peu, programme prédéterminé. Et ce programme est extrêmement rigoureux. Donc, le karma égale destin égale programme. Et au sein de ce programme, nous avons à vivre ce qu'on appelle une réflexion, une existence et une évolution.
Si nous résumons, le programme est déterminé, la liberté est fonction de l'axe de la conscience, c'est-à-dire de l'analyse que l'on va faire entre je constate ce que je vis dans tel événement, je l'analyse et je me détache et je vois comment je réagis. Et l'évolution se fait dans cet espace entre le spectateur et l'acteur que je suis. Et le karma a une autre signification, en dehors du programme et du destin. Le karma veut dire aussi sanction. En bon français, la sanction est aussi bien une récompense qu'une épreuve. Mais les gens sont tellement négatifs, malheureusement, qu'ils voient toujours le côté négatif des choses. Ainsi, par exemple, si on dit aujourd'hui, quelle belle journée, il fait un beau soleil. Il suffit de dire cela et de constater. Mais les gens, ils ne s'arrêtent pas là, malheureusement. Ils vont dire, il fait une belle journée, mais on va le payer cher avec un hiver épouvantable. Et mettez-en, du négatif derrière un constat. Donc, le karma, c'est ça, c'est éviter d'avoir des réactions négatives dans les événements de la vie. Et la liberté est là, une liberté de fonction. Donc, le karma, c'est aussi bien une récompense qu'une épreuve, à nous de réagir positivement face aux événements. Mais est-ce qu'on peut contrer le karma, Jean-Louis? Ah oui, oui, ça c'est une bonne remarque à faire. Effectivement, on peut contrer le karma. Ça s'appelle éviter d'engendrer du karma, selon les termes ésotériques. Pour contrer le karma, la seule façon de le faire, c'est une question d'attitude. Et là, je crois que toutes les écoles initiatiques se rejoignent en disant qu'il faut toujours être positif, et c'est vrai, parce que le fait de réagir positivement dans toutes les situations amène une mentalité complètement différente qui gomme le karma, c'est-à-dire qui évite en fait aux mises en situation dans lesquelles on ne veut plus se trouver. Cela évite de revenir dans la même situation. Et vous avez des gens qui vous disent, mais comment ça se fait qu'il m'arrive toujours les mêmes histoires, c'est cyclique chez moi? Et oui, tant qu'une situation n'est pas comprise par rapport à l'attitude positive de la situation, eh bien elle se représentera. Et comme on a l'éternité, elle peut se représenter 20 fois, 30 fois, et pour sortir, pour contrer le karma, justement, il faut se détacher de ça en disant un instant, j'arrête, je refuse le conflit entre le moi conscient, qui vise l'immédiat, et la globalité du destin, qui voit l'ensemble. Le fait de refuser ce conflit déconnecte le processus et la situation ne se représente pas. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont dire, ah, c'est mon karma, une situation familiale, situation d'affaires, et puis ils vont tout simplement s'asseoir et attendre que le tout passe, parce que c'est mon karma, je n'y peux rien. Voilà. C'est comment ça? Alors ça, c'est bien d'avoir souligné cette question, c'est ce que j'appelle Cosmos Assistance. C'est Cosmos Assistance. Alors, là-haut, ils n'en ont que faire de nos petits problèmes relativisés au quotidien ou au chômage. Ça, là-haut, d'abord, il n'y a pas de chômage dans le cosmos, mais en plus, il ne faut pas faire de la spiritualité un assistanat cosmique. On a relayé la religion, c'est pas pour en prendre une autre qui ne va nous dire quoi faire. Il faut devenir l'artisan de son devenir, pas de cosmos assistance, on se prend en charge, on fait face, et tout n'est pas la faute au karma. Mais je vais préciser, dans les événements, c'est vrai qu'il y en a deux sortes. Vous avez une catégorie d'événements dans la vie, on a tous vécu ça, qui semble inévitable. On a un sentiment d'obligation, veut pas, il faut passer au travers, les gens le disent, j'ai pas le choix. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est du karma obligatoire, ça veut dire que c'est une conséquence d'une erreur d'une vie antérieure que l'on paie. Donc c'est une dette karmique. Dans ce sens, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie d'événements, ce sont des événements qui apparaissent libres, et ils apparaissent libres pour la bonne raison que c'est la première fois que l'on va vivre une telle mise en situation. Car un événement dans la vie, quel qu'il soit, est toujours une mise en situation dans laquelle on est confronté. Et dans les nouvelles mises en situation, on a l'impression de liberté, c'est un piège, en fait. Et là, il ne s'agit pas de dire c'est la faute au karma, il s'agit de dire je sens que ce n'est pas obligatoire, je vis de l'illusion de la liberté de choix de cet événement, je fais attention, je vis distinctement en tant que spectateur de mon propre acteur, et je le vis bien. À ce moment-là, on n'engendrera pas un karma nouveau, c'est-à-dire le fait de bien réagir fera que la situation, bien vécue, ne se représentera plus jamais, et on passe à autre chose. Mais est-ce que le libre arbitre, finalement, ne serait pas une illusion, en définitive? C'est une très grande question, une très bonne question.
Le libre arbitre est fonction de l'axe de la conscience. Tout le problème est là. C'est-à-dire que plus on est conscient, plus on est libre, non pas de changer l'événement, ne change pas l'événement, mais on croit le changer parce qu'on le vit mieux en fait. Et cette attitude constructive face à un événement, on le vit mieux. Alors on a l'impression de dire j'ai changé les choses. En fait, on ne les a pas changées, on s'est changé soi-même dans l'attitude face à l'événement. Et une autre personne dans la même situation elle va le vivre très mal ou très bien. Autrement dit, donc, on accepterait mieux l'événement tel qu'il est. Vous avez dit le mot qu'il fallait dire, le mot accepter. Accepter n'est pas passif. Comme disait Sénèque, et c'est à retenir ça, le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. Et nous nous faisons tous traîner parce que nous avons le conflit entre le moi conscient qui veut aller dans un sens parce qu'il croit que c'est bien, et l'ensemble du destin qui nous tire dans un autre sens parce que c'est le programme. Et c'est si vrai que les gens disent, je reconnais cette épreuve, c'était un mal pour un bien. Et je remercie cette épreuve, car elle m'a amené à ce stade où je vis ça maintenant, et sans cette épreuve, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Mais l'important, et c'est là où le libre arbitre doit jouer, c'est qu'il faut se le dire pendant qu'on vit l'épreuve, et pas après. Quelle différence faites-vous entre le paranormal, l'ésotérisme et la spiritualité? Alors, paranormal, ésotérisme, spiritualité. Et psychisme. Et psychisme. D'abord, il n'y a pas de paranormal. Il n'y a absolument pas de paranormal, il n'y a que du normal en tout. Et ce qu'on appelle paranormal, c'est tout simplement des événements, des situations qui semblent un peu particulières, qui nous dépassent parce qu'elles dépassent en fait notre logique cartésienne classique. Mais plus les recherches avancent, plus les progrès se réalisent, plus ce qui était paranormal aujourd'hui sera vérité traditionnelle demain. Donc il n'y a pas de paranormal, il y a déjà du normal. Donc tout cela, si vous voulez, les mots que vous avez cités, sont les mêmes termes d'une même essence, c'est-à-dire il faut retourner sur l'un, et ce qui est le sang du divin, et ce sont des photocopies du sang du divin qui vont de l'essentiel à l'extérieur matériel. Plus c'est grossier, plus on va dire c'est la matière, puis ensuite on va évoluer sur le psychique, puis le parapsychique, puis l'ésotérique, puis le métaphysique, et puis le divin, le sang de la voix, etc., pour arriver à l'âme, à l'essentiel. Donc, pour résumer dans une image, on peut dire que tous ces mots sont des formules qui représentent une coque. Nous serions semblables à un oignon, l'âme c'est le cœur, et les différentes peaux de l'oignon que l'on laisse à chaque fois sont des différentes prises de conscience à différents niveaux. Alors on va se placer dans des canaux, alors ça va être les canaux ésotériques, le canot paranormal, le canot religieux, vous voyez, c'est tout. Mais est-ce qu'il se pourrait que l'un mène pas forcément à l'autre, que les gens s'attardent beaucoup plus dans les jeux du mental? Alors voilà, comme disait Placide Gabory, qui est pour moi un être que j'admire beaucoup, qu'on pourrait même peut-être appeler Shri, Placide Gabory. Shri Gabory, c'est beau, tiens. Shri Gabory. Shri Gabory. Sa formule est remarquable en disant le mental est menteur. C'est vrai. Et souvent, le mental est menteur parce que dès l'instant où on sort de la conscience matérielle et concrète et que l'on s'intéresse un peu à ces questions, on sent un petit pouvoir. Parce qu'on est un peu différent des autres. On dit, tiens, je perçois dans le tarot une solution à une question. Je perçois un peu l'avenir, je trouve de l'eau par les sources, etc. On a un petit pouvoir. Et alors on tombe à ce moment-là dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, qui est pire que l'ego matériel. Et ça, c'est grave. Donc, à partir de ce moment-là, il faut essayer de ne pas rester sur une voie. C'est-à-dire que de même qu'on ne reste pas toute sa vie à l'université, et un jour on prend son indépendance et son autonomie, il ne faut pas rester toute sa vie pris dans une école initiatique ou une structure. Qu'est-ce que vous appelez une école initiatique? Il me semble que les écoles ont d'initiatique que le nom, Jean-Louis. Les écoles initiatiques, c'est un grand mot très vaste. Pour moi, la plus grande école, c'est le terrain, c'est l'école de la vie. C'est l'école universelle, c'est la vie. Ouais, c'est la plus grande des écoles. La vie, la Terre est une grande école. Certaines sont en maternelle, c'est-à-dire qu'ils ont des petits niveaux de conscience, ils en sont là. Il ne faut pas les sous-estimer, on est passé par là nous aussi. D'autres sont en terminale, on finit, donc on a un degré de conscience différent des autres. Donc on est différent sur le plan des niveaux de conscience, pas trop biologiquement, mais sur le plan des niveaux de conscience, oui. Les écoles initiatiques sont, si vous voulez, des
des structures qui permettent de réfléchir sur des sujets qui ne sont pas enseignés sur le plan classique à l'école ou à l'université. C'est sûr que ce n'est pas à l'université qu'on va vous instruire sur le sens du développement de la médiumnité. Ça, c'est sûr. À ce sujet, vous avez publié un livre, Nous sommes tous des médiums. Et vous nous avez dit, avant que commence l'émission, que c'est votre grand-mère, au fond, qui aurait suscité toute cette mode des médiums, du channeling. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du channeling? Je vais vous le dire. Mais d'abord, je vais répondre à votre première question. Nous sommes tous médiums. Alors, je crois qu'il ne faut pas séparer les êtres humains entre eux sur le plan des qualités, des facultés ou des pouvoirs. C'est vrai que nous avons tous ce qu'on appelle un quotient intellectuel qui se calcule en psychologie classique et que l'on appelle le QI. Et nous avons ce qu'on appelle un quotient médiumnique, qu'on appelle le QM, qui se calcule et qui s'appelle le sixième sens. Et on a tous dans sa vie eu une possibilité, un vécu par rapport à ce sixième sens. Pour certains, ça va être une impression de déjà-vu. Pour d'autres, une télépathie très précise. Pour d'autres, un rêve prémonitoire qui est vraiment efficace. D'autres, une sensation de présence, alors qu'il n'y a personne dans une pièce. Il y a donc en nous des forces, des possibilités, des pouvoirs qui peuvent se réveiller dans certaines ambiances ou dans certaines circonstances. Donc nous sommes tous médiums, il ne faut pas se faire une idée orgueilleuse de cette faculté qui peut se développer, et on a tous cette faculté à nous de le travailler, comme l'intelligence peut progresser, la mémoire aussi. Donc je mets au même niveau la médiumnité que l'intelligence, que la mémoire, c'est une faculté, à nous de l'éveiller et de le faire développer. Ensuite, pour revenir à la deuxième question, le channeling par rapport à Jean de Laval, pour moi le channeling, c'est un mot qui est très beau, puisque ça veut dire canal, ça ne peut pas être mieux choisi. Canal, c'est vrai, entre la Terre et le galactique, c'est très bien, mais c'est le mot à la fois poétisé et rénové, je dirais, du spiritisme expérimental d'Allan Kardec, qui au siècle dernier a lancé un channeling extraordinaire par ces médiums qui avaient différents pouvoirs de communication entre l'invisible et le visible. Allan Kardec, c'est ancien, ça a 150 ans, et maintenant c'est un renouveau avec une vague supérieure qui a appris dans ses bases ce qu'était le spiritisme expérimental et qui le traduit en channeling qui est plus poétique peut-être et plus cosmique en tout cas dans les communications et les messages. Donc je crois au channeling, j'ai tout fait pour encourager ça, et en plus grâce à un ouvrage qui s'appelle L'heure des révélations qui est de Jean de Laval, qui est du channeling de très haut niveau connaissance. Donc je pense, en tout cas curieusement, qu'au Québec, ça a eu un poids important dans le désir de faire pareil, d'essayer d'avoir des communications, des messages par rapport à des questions que l'on pose. Continuons comme ça, tant mieux. Ça permet d'avoir davantage de connaissances. Et lorsque l'allumette spirituelle sera prête, tout éclatera à la fois dans une sorte d'harmonie cosmique compréhensible et vécue de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que pour vous, ces phénomènes-là sont de l'ordre du mental, d'un mental peut-être un peu plus fin, mais sont de l'ordre du mental? C'est des questions de niveau. Je pense qu'un médium ne fait pas intervenir son mental, voyez. Je pense qu'un médium a en lui, nous avons, nous, un émetteur et un récepteur. Nous émettons et nous recevons. La médiumnité est une réaction physico-psychologique avec deux émissions et deux réceptions. C'est-à-dire que le médium doit être au neutre, laisser son potentiel en sommeil pour servir, c'est ça, pour servir d'instrument de transmission entre l'invisible et le visible. C'est donc le canal au neutre. Son mental n'intervient pas. Et plus il est au neutre, plus le médium est évolué, plus vous aurez des messages supérieurs, puisque les plans terrestres sont sur à peu près 7 niveaux. Vous avez le plan terrestre, le plus concret, ensuite vous avez le plan éthérique, vous avez le plan astral, le plan mental, le plan causal, et plus vous avez des entités, c'est-à-dire de l'invisible réalité qui va vouloir communiquer avec la Terre, plus l'entité est élevée sur les plans, plus les messages seront meilleurs, si on peut dire. Mais il faut que le médium soit au neutre. Il ne faut pas qu'il fasse intervenir son mental. En principe, il ne le fait pas, puisqu'il est sous sommeil. Mais moi, je m'interroge toujours quand même en regard des niveaux. Parce que même le mot niveau, finalement, c'est mental. C'est un mot.
C'est un mot qui sert de référence, en fait. En fait, il n'y a pas, si vous voulez, des niveaux extrêmement séparés par une barrière. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais nous, pour notre imagination, pour notre raison raisonnante, il nous faut des repères. Voyez. Mais en fait, les niveaux sont très souples, on ne peut pas faire les différents niveaux. Et c'est vrai, je sens votre question, et vous avez raison en le disant, que le mental interfère de toute façon chez un médium par rapport au message. C'est très rare quand on est vraiment au neutre, quand on fait abstraction totale de sa propre personnalité. Mais c'est là où il faut le transmuter. C'est-à-dire que l'être qui est sincère, qui est honnête et vrai, va faire son possible pour être au maximum réceptif de la source émettrice galactique. Il va faire son maximum. Voyez. Et à partir de là, le message est bon. On le sent dans les messages, on le sent. Si c'est du mental ou si c'est vraiment d'ailleurs. Et comment le sentez-vous? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle les sciences conjecturales, le ressenti intérieur. Et on peut dire que la véritable connaissance commence plutôt, où s'arrêtent les mots humains. Ça relève du ressenti intérieur. C'est ce qu'on appelle la communication des consciences sur le plan vibratoire. Il y a un feeling, si vous voulez, une vibration qui passe, vous dites ça c'est vrai. Alors, comment prouver qu'on dit vrai quand on ressent? Dans une expérience simple, on le voit. Par exemple, vous prenez Yvonne Deschamps dans un spectacle, vous sentez qu'il fait passer quelque chose. Vous sentez que l'artiste, il fait passer quelque chose. Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que c'est qu'il fait passer, pourquoi, on ne sait pas, mais l'émotion vous prend, il fait passer quelque chose. Dans l'invisible, c'est pareil. Quand l'entité cosmique a la grande vibration spirituelle, authentique et vraie, elle fait passer le message. Et vous sentez, en lisant, même si les mots sont simples, que derrière les mots se trouve l'esprit, c'est-à-dire l'énergie qui se cache, et là vous ressentez. C'est question de relation intime entre le message et vous, et c'est là que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il faut être extrêmement à l'écoute de ce qu'on est, de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Tout à fait. Il faut être toujours à l'écoute. Souvent, dans les conférences, on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un très grand initié? Oh, pas grand-chose. D'abord, le mot initié veut dire être introduit dans la démarche intérieure. Donc, on est tous des initiés, premièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas grand-chose. Bien faire sa journée, comme vous disiez, avec vigilance, en étant ici présent, en étant conscient de ce qu'on fait, présentement, c'est tout. Mais en somme, disons, si on regarde ce qui nous bloque la vision de ce qui est intime à l'intérieur de nous, est-ce que c'est pas justement le mental qui est l'obstacle? Le mental est l'obstacle. Le mental est l'obstacle de tout. Voici pourquoi. Parce que le mental a peur. Il a peur. Et cette notion de peur, si on ne la retire pas de soi-même, il est sûr qu'on fait fausse route. Il faut à tout prix retirer la notion de peur de sa personnalité profonde. Et le mental ne peut qu'avoir peur, parce qu'il veut se rassurer tout de suite. Il y a deux grandes peurs qu'il faut arriver à retirer. Vous allez me dire que ce n'est pas facile, c'est vrai, mais les deux peurs majeures sont celles-ci. La peur de la mort. Dès l'instant où on a résolu ce problème, qu'est-ce qui peut nous atteindre si on n'a plus peur de la mort? Rien. Et la peur de manquer d'argent, c'est-à-dire de la peur de tomber dans la pauvreté, de ne plus avoir de travail, ça c'est une grande peur. Parce que c'est vrai que la sécurité matérielle amène une forme de sérénité. C'est bien beau d'aller faire une méditation dans un ashram, mais il faut payer l'ashram, il faut payer le voyage, etc. Donc, quand vous avez de l'argent, si vous n'avez pas l'argent, vous ne le ferez pas. Et cette peur de la mort, cette peur de l'argent, parce qu'on a peur de manquer, c'est ça qui fausse les choses. Et le jour où vous avez résolu ces deux peurs, parce qu'on peut très bien enlever ces peurs sans argent et être ouvert avec le sourire face à son destin. Mais il faut faire tout un travail intérieur, se condamner de peur et toutes les démarches intérieures. Mais si on a résolu ces deux notions de peur, là, la sérénité intérieure peut avoir sa place, beaucoup plus facilement. Mais dans notre civilisation, c'est plus, on souffre plus d'abondance que d'absence. Alors je sais que dans nos civilisations, vous savez, dans le monde, vous avez la moitié du monde qui meurt de faim, l'autre moitié qui meurt d'indigestion. Alors, à partir de ce moment-là, il faut essayer de faire un équilibre. Et c'est là où le mental est menteur. C'est que si on calcule le rapport de l'abondance terrestre et que l'on divise par le nombre d'habitants, tout le monde peut manger à sa faim. Mais ça ne fonctionne pas comme cela puisque c'est débalancé. Donc le mental n'a pas les clés, la raison n'a pas les solutions, c'est mené à un autre niveau. Et c'est là que nous sommes sur des effets
que nous essayons d'analyser et de comprendre. Et derrière ces effets, il y a des causes dont la plupart nous échappent, puisque cela relève du monde de l'énergie consciente et agissante, dont on n'a pratiquement pas les clés. Donc nous sommes des pantins dont on tire les ficelles. Ce qu'il faut essayer de savoir, c'est que lorsque le pantin se met à prendre conscience, il n'est plus un pantin, il commence à faire son retour sur lui et à revenir à la source. Et là, c'est vrai que frappez, il vous sera ouvert, demandez, vous recevrez. On peut avoir quelques éclaircissements sur la logique et le tracé du destin. Dans votre bibliographie, il y a un livre sur les médiums, les animaux médiums. Je trouvais ça tellement charmant. Voulez-vous nous en parler, des animaux médiums? Les animaux médiums, c'est un ouvrage effectivement sur toute une enquête que j'ai menée sur des animaux qui présentaient des phénomènes un petit peu particuliers. Alors par exemple, vous avez un chien dans votre maison, puis il sent que votre grand-père ou votre grand-mère va mourir. Il va donner des signes, effectivement, montrant que la mortalité arrive dans la maison. Il va vous signaler ça, par sa façon à lui. Donc, notre chien ne le fera pas. Donc, ça veut dire qu'il a un plus par rapport à son instinct premier d'animal. Alors, des exemples comme cela, on peut en donner beaucoup. Des exemples de fraternité chez les animaux. Je me souviens, chez mes grands-parents, il y avait un chien qui était très, très intelligent, comme l'on dit, et qui avait l'habitude d'aller chercher les croissants pour déjeuner le matin. Il portait 10 croissants le matin, dans la famille. Et un jour, il revient avec 9 croissants. Alors on s'est demandé pourquoi il manquait un croissant. Alors on a dit qu'il avait fait, il l'a mangé. Alors on regarde, c'est facile, un croissant, ça fait des miettes. Alors il a regardé, on a regardé dans sa bouche, il n'y avait pas de miettes. Puis, 3-4 jours, il manquait toujours un croissant. Alors on l'a suivi et on s'est aperçu qu'en passant, il laissait un croissant à une chienne voisine qui venait d'avoir ses petits. Vous voyez? Alors des choses comme cela. Et vous l'appelez un chat médium? C'est un chien médium, ça. Un chien qui a médium. Un sens différent, qui est près de l'humanité déjà. Qui a un sens différent des autres animaux. Clément, Louise? Ou bien on médite avec Jean-Louis. On peut faire ça aussi. Non, moi, j'avais une question, c'était en regard, disons, du cheminement intérieur de chacun. Parce que souvent, j'ai l'impression que nous cherchons comme à modeler notre cheminement sur celui d'un autre. Est-ce que finalement, on n'aurait pas tous un cheminement particulier? Si, ça c'est le mental qui nous fait faire tous ces trajets et ces tracés cosmiques, ou karmiques et spirituels qu'on a tous fait. On est tous à peu près passés partout. On est allé voir ce qui se passe dès l'instant où il y a la prise de conscience qui nous sort, et souvent par la souffrance d'ailleurs, qui nous sort du confort mental, manger, boire, dormir, le travail, point, tout d'un coup, on se pose la question. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour discuter, qui me disent « Écoute Jean-Louis, j'ai tout pour être bien. Je suis beau, intelligent, je gagne de l'argent, je poste de responsabilité, une femme, 2 enfants, des maisons, des voitures, et je ne suis pas bien à moi. » Première réflexion, le matériel n'amène donc pas forcément le bonheur. Si c'était ça, tout le monde serait heureux, il suffit d'acheter, on l'aurait. Ça ne fonctionne pas comme cela. Prise de conscience. Prise de conscience, souvent par la souffrance, ou souffrance morale, ou souffrance physique. Ça nous amène à la lucidité, et comme disait Musset, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a point souffert. Donc la souffrance est initiatique. Ça nous amène à ce moment-là à nous poser des questions. Et on cherche désespérément et très vite à se rassurer. Le mental va chercher à trouver la voie. Alors il va chercher des écoles initiatiques, des expériences, des psychothérapies, mettez-en. Alors là, tant qu'on en veut, le marché est rempli de possibilités. Moi je dis aux gens, faites-le. Faites-le. Parce que ça fait vivre beaucoup d'expériences et des prises de conscience. Mais on s'aperçoit, après des années où on a vécu tout ça, qu'on est toujours face à soi-même, sans aucune solution. C'est là où il faut débarquer de ça et se dire, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie de la sagesse expérimentale, c'est la voie du détachement. Alors vous allez me dire, alors pour marcher beaucoup plus vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on a analysé dans les différentes places où on a essayé d'avoir la solution, c'est ce qu'on appelle essayer d'expérimenter dans la voie de conciliation, où c'est pas trop menaçant et le mental cherche la solution. Moi j'ai préféré prendre une voie qu'on appelle la voie abrupte, c'est-à-dire sans tous ces intermédiaires. Il n'y a qu'une école initiatique, il n'y en a qu'une. C'est le Tao chinois.
Le Tao, c'est la voie du sentier du retour. C'est-à-dire, c'est la voie où il n'y a pas d'intermédiaire entre l'être et l'absolu. Vous êtes face à la voie abrupte, sans aucune barrière, sans aucune sécurité. C'est l'intérieur vers l'absolu. C'est le Tao. Et ça se vit pratiquement dans le détachement. Il faut apprendre à se détacher, mais ne pas confondre. Être détaché, ça ne veut pas dire être désintéressé. Et souvent, les gens confondent les deux. Se détacher, c'est prendre acte que je suis dans un corps, que j'ai à vivre ma gestion terrestre et bien la planifier si je veux pas avoir de problème, déjà. Et je suis acteur de ça, mais spectateur de l'intérieur qui m'intéresse. Autrement dit, comme disaient les Chinois, il faut que l'extérieur et le matériel, qui est éphémère, soit l'outil de travail pour développer l'essentiel, la substance qui est l'âme. Voilà. Et vous êtes... Excuse, Louise, non. Dans le fond, la voie de la connaissance, c'est de ne rien faire. Voilà. Alors la voie de la connaissance est à différencier de la voie du savoir. Comme disait Sénèque, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut dire que si je me connais bien à la cellule près, je connais l'univers, je communique avec le langage galactique et je connais les dieux. Ça veut dire que je perçois l'invisible réalité qui sous-tend le monde manifesté. Ce qui revient à dire dans la pratique qu'il faut se laisser être, se laisser faire. C'est ce qu'on appelle en chinois dans le Tao le lâcher-prise. Il y en a qui font des prises sans les lâcher d'ailleurs, mais nous il faut faire le lâcher-prise, c'est l'inverse, c'est-à-dire laisser les choses aller d'elles-mêmes. Et on le fait, je vais vous dire, on le fait curieusement dans le concret sans le savoir. Quand vous allez déménager, on fait un plan sur le papier. Je mettrai la salle à manger à telle place, la chaise, le guéridon, le buste, etc. On organise tout. Vous arrivez dans la maison, c'est tout l'inverse qui se fait parce que les événements de la vie, parce que la pensée, parce que les objets prennent d'eux-mêmes leur place. Donc au lieu d'agiter sans arrêt le mental pour organiser sans arrêt sa journée, laissons les choses se poser. Et les Chinois ont une belle image pour cela. Il ne s'agit pas de rien faire dans le lâcher-prise. Il s'agit de laisser les événements et les choses prendre leur vraie place. Imaginons un verre moitié plein d'eau et moitié plein de sable. Si on remue, c'est le mental qui s'agite. On ne voit rien à travers, c'est de la boue. Si on pose le verre sur une table, la boue tombe au fond, l'eau est au-dessus, claire, et on y voit bien à travers. Et les Chinois disent, laisse reposer ton mental, arrête de l'agiter sans cesse, et tu auras la clé de tes solutions. Et il y a un lien chez vous très particulier, je pense, entre l'humour et la spiritualité. C'est spirituel à tout point de vue. J'ai aimé beaucoup les fables du Nouvel Âge où vous inventiez des personnages. Est-ce que vous pourriez nous en raconter? Oui, alors d'abord je présente un petit peu ce livre en 2 phrases. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'ai énormément aimé réaliser. Ce sont les fables du Nouvel Âge. Et Louise Courteau, éditrice, a vraiment compris le message contenu dans ces fables, dans le sens où on s'est rejoint sur le plan de l'humour. Voyez. Et une fable, quelle est la raison d'une fable? La raison, c'est qu'elle porte un message rapide, par la conclusion, très souvent, et par l'humour. Je crois beaucoup à l'humour. Vous savez, dans la recherche spirituelle, j'ai assisté, comme nous tous, à toutes ces conférences, tous ces séminaires, et tous ces karmas désespérés et catastrophes, où la réincarnation, c'est toujours le prince Charles, il est toujours ami, mais c'est toujours autre chose. Mais c'est toujours des grandes de ce monde, et c'est jamais le balayeur du métro. Hein. Alors tout cela, il fallait un peu amener un peu d'humour là-dedans. Alors je peux vous raconter une petite histoire pour comprendre un peu le message du sujet de l'émission sur le destin. C'est l'histoire d'un grand sage qui s'appelait Narada. Narada avait fini la roue du samsara, c'est-à-dire la fin de ses vies successives, et il était sur le chemin du retour. Lorsqu'il rencontre un grand yogi qui était en état de méditation. Et ce yogi lui dit, Narada, je vois ta beauté intérieure, ta transparence, et j'aimerais que tu me dises combien il me reste à faire d'existence terrestre. Narada devait rejoindre un grand maître de sagesse, seigneur du karma, qui s'appelait Fouilly, maître de l'ordre. Et il lui dit, je reviendrai avec les réponses. Narada poursuit son chemin et rencontre
un paysan qui était en train de labourer son champ et qui avait comme ami d'ailleurs un autre asiatique qui s'appelait Kisan Fu, qui était très doué dans deux cas, dans le canapé et dans le karaté. Vous voyez. Et le paysan lui dit, j'ai une question à te poser, j'aimerais savoir combien il me reste de vie à faire sur Terre. Je dois revenir, dit Narada, pour un yogi en méditation, je t'apporterai la réponse, sois patient. Narada revient avec la réponse et s'approche du yogi qu'il retrouve, et ce yogi très impatient lui dit, oh, dépêche-toi Narada, j'ai très hâte d'avoir la réponse, combien il me reste de vie à faire sur Terre? Je n'ai pas de très bonnes nouvelles, dit Narada au yogi. Il te reste encore 4 vies à faire. 4 vies? Enfin, il dit, c'est pas possible, 4 fois les parents, 4 fois la scolarité, 4 fois l'accouchement, recommencer tout ce cirque. Enfin, il faut se met à faire, ce yogi se met à faire un caprice épouvantable. Vous savez ce que c'est que les yogis? Et cherche, dit Narada, qui poursuit son chemin et qui retrouve le paysan. Arrête de travailler, tu m'as posé une question, j'ai la réponse, écoute-moi. Tu vois cet arbre qui est à côté de toi? Oui, oui, dit le paysan, je vois cet arbre, j'aime les feuilles de cet arbre, j'aime son ombrage et je reconnais, lorsque je suis fatigué, je me repose un peu. Qui aime les arbres aime Dieu. Tu m'avais posé une question, je t'apporte la réponse. Il te reste à vivre autant d'existence que cet arbre possède de feuilles. Alors le paysan dit, eh bien, puisque c'est mon destin, je l'accepte. Et il se remet au travail. À ce moment-là, on entend au loin le grand maître de sagesse, seigneur du karma, dire ceci au paysan, mon fils, par ton acceptation et par ta phrase, tu es libre. Le vent se lève et fait tomber toutes les feuilles. Oh, que c'est joli. Vous nous en racontez un autre. Une autre? C'est pas abusé? Non, mais une autre petite C'est histoire. s'amuser sans abuser. S'amuser. Alors une histoire un petit peu plus, peut-être un peu plus gaie. Plus gaie. En Chine, il y avait une famille qui s'appelait la famille Dutu. Mais en japonais, en chinois ou en japonais, on ne dit pas Dutu, on dit Tutu. Et dans cette famille, il y avait 3 frères. Le premier était un punk. Un punk. Vous savez, cette sorte d'extraterrestre, un cheveu en brosse rouge, qui portait d'ailleurs une chemise rose. Et on l'avait appelé le Pink Punk. Le second frère s'appelait justement Kisan Fu, qui réussissait dans 2 cas extrêmement précis, le karaté, le canapé, on l'a vu, il était présent dans la dernière histoire. Et le troisième, malheureusement, ses parents avaient mal choisi son prénom, il l'avait appelé Fouyen du tout, ce qui ne l'incitait pas à l'ouvrage. Alors désespéré, son père lui dit, écoute, il faut réagir. Il faut reconnaître que Fouyen avait réussi à faire un ouvrage qui s'appelait Le dépôt du guerrier, qui avait malheureusement conduit son éditeur au dépôt du bilan. Et effrayé par tous ces résultats négatifs, il fallait réagir. Son père lui donnait parfois des dégelées royales, mais rien n'y faisait. Voici ce que je te propose. Chaque fois que tu feras une erreur dans ton existence, dit le père de Fouyen à son fils, eh bien, au lieu de te faire saquer par la vie, nous sommes en Asie, je planterai un clou dans cette planche que je mets devant toi et nous ferons un bilan tous les mois. Un mois passe et Fouyen s'aperçoit que cette planche était remplie de clous, un vrai tapis de fakir en voie de réalisation. Effrayé par ce résultat, il dit, écoute papa, qu'est-ce que je peux faire? Alors il appelait déjà son père le karma papa, c'est tout dire. Réagit selon les grands samouraïs, seul l'effort sur soi apprend à vaincre et à conquérir. Le mental est menteur, la clé est en soi. Chaque fois que tu feras un effort sur toi, j'enlèverai un clou de la planche et nous ferons le bilan régulièrement. Un mois s'écoule et Fouyen repasse devant cette planche, bien que cela ne soit pas une planche à repasser, et s'aperçoit qu'il n'y avait plus un seul clou sur la planche, plus rien. Encouragé par ce résultat,
il va trouver ses parents et leur dit, écoutez, j'ai tenu mes promesses. Les résultats sont là. Sa mère alors le regarde et lui dit, Fouillenne, c'est vrai, mais tes erreurs passées m'ont fait beaucoup de peine, mais aujourd'hui tu t'es un petit peu rattrapé. Mais j'ai un conseil à te donner, essaye de le suivre dans la suite de ta vie, cela pourra te rendre service. Je constate, il est vrai, qu'il n'y a plus de clous sur la planche, mais n'oublie jamais qu'il restera toujours la trace des clous. Très jolies histoires. Mais au fond, vous avez tous les talents. C'est mal réparti, j'ai l'impression, sur le cerveau. Comme me disait notre Il les ami, diffuse très bien. Il les diffuse très bien, mais il est également un musicien, un compositeur. oui, c'est très étrange dans la vie. Et, on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait faire, mais j'aurais aimé, si vous voulez, curieusement être un musicien engagé. Moi, j'aurais aimé, pour tout dire, j'aurais aimé être un style Bob Dylan dans la spiritualité. Ça a été mon rêve que j'ai pas Le pu- Bob Dylan de la spiritualité que j'aime. Ah oui, Mais j'aurais vous aimé l'êtes être un ça. peu quand même, non? Oui, mais dans d'autres expressions. Oui, d'accord. Et j'aurais aimé ça. Ça, oui. J'aurais aimé Et être la ce musique genre. vous a refusé, vous semblez dire? La musique, j'ai fait 2 ou 3 cassettes qui ont bien marché, je ne me plains pas. Mais c'est pas ça. J'aurais pu exprimer dans des chansons engagées spirituelles la même énergie que Dylan a fait dans le monde, pas par ça. Mais dites-moi, vous... J'adorais Dylan, il m'a marqué sur ce plan-là, c'est sûr. c'est vrai? Ah oui. Comme Leonard Cohen. Leonard Cohen aussi. Celui-là, pourquoi on n'en parle plus? Parce que c'est un être merveilleux au niveau poète, au niveau engagement. Ah oui, oui. C'est les deux qui m'ont marqué. Il y a une musique qui s'appelle L'amour cosmique. Est-ce que vous travaillez au synthétiseur? Tout à fait. Moi, je compose les mélodies, vous voyez. Oui. Et ensuite, c'est arrangé par des arrangeurs professionnels où je dis, je veux les trompettes ici, les chœurs ici, les violons ici. Et dans cette cassette, L'amour cosmique, c'est toute la gamme de l'amour qui est retranscrite dans la musique. Mais dites-moi, est-ce que c'est disponible au Québec? Non, c'est moi qui distribue. Ah, ben non, c'est disponible au Québec. Vous Ah êtes, oui, vous ah êtes oui. comme chez vous ici. Merci, mais ça prendrait une équipe de distribution. C'est pas- Vous venez au Québec depuis combien de temps? Ah oui, le Québec a marqué ma vie, vraiment. Je viens depuis 1977-18 et je reconnais que quand je suis arrivé ici, ça a été un coup de cœur extraordinaire. Extraordinaire. J'ai senti dans ce pays tout ce qu'on pouvait faire et c'est vrai que j'ai reçu autant que j'ai donné de ce pays. Puisque le premier livre est sorti dans ce pays sur la réincarnation, donc, dont les conséquences ont été importantes sur le plan de ma carrière littéraire, si vous voulez. Et ensuite, j'ai été partout, aussi bien à Matane, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, j'étais partout, avec un accueil sensationnel, c'est vrai. Et je suis lié au Québec. Curieusement, je vibre quand j'ai vu le film Robe Noire, quand je vois tout ça, Cartier, son livre, quand je vois toutes ces biographies des premiers Jeanne Mance, quand je suis dans tout ça, je suis avec eux. Oui. Je suis avec eux autres, et puis je suis dans ça. C'est fou, oui. C'est pas que je me prends pour un réincarné d'un matelot de Jacques Cartier, je ne sais rien. Mais je vibre avec. Vous avez plutôt le sang des coureurs des bois de nos Oui. origines, Ah oui, hein? je suis un Vous êtes aventurier, libre. ça sûr. Ah oui, Oui. je l'ai ça. Il Ah oui, est- je l'ai, oui. C'est vrai. Mais vous savez, Jean-Louis, que vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Bon, vous avez publié cette année, vous nous avez vraiment gâtés au Québec. Bon, on a parlé de Fables du Nouvel Âge que moi j'ai publié. Il y a aussi un autre livre que vous avez publié aux éditions du Roseau qui s'appelle Les Arcanes du Destin, que j'ai lu, qui est un livre absolument magnifique. Et un autre livre que vous avez publié sur la radiesthésie aux éditions Québécois. Alors, vous nous avez fait en 92 un cadeau superbe Merci. à 3 éditeurs du Québec. Ah oui. 3 éditeurs du Québec, j'apprécie tous les 3 avec leur personnalité, leur qualité et puis leur message aussi qu'ils donnent. Mais tout cela se rejoint. Tout cela se rejoint. C'est un auteur où j'ai essayé d'harmoniser un peu tout le monde. Alors, et ça s'est bien vécu. Mais vous me demandiez tout à l'heure, Colette, comment se fait-il que Jean-Louis ait 3 éditeurs au 4, Québec? je pense. Hein? 4. Vous avez 4 éditeurs. Cummings, Richard Cummings me disait... Oui, aux il y a- éditions de Mortagne, Oui. il y a Il y a le tarot des mondes intergalactiques. Oui. Oui. C'est ça. Et, mais non, il n'y a pas de problème entre éditeurs, Non, même non. si on se partage un auteur comme ça, parce oui. que
Jean-Louis a le cœur, comme je disais un jour, hein, le cœur de Jean-Louis Victor, c'est comme le métro de Paris, il y a toujours de la place pour un de plus. Oui, alors, et en plus, ils sont très bien confraternels entre eux autres, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils mettent des publicités, par exemple Québécois, mais des publicités pour Louise, Louise va mettre des publicités pour Raphaël, pour Québécois, et c'est beau, je vois. Je trouve Non, ça moi très je beau. pensais C'est très beau, seulement ça. parce que j'ai beaucoup C'est moins pas seulement d'expérience que l'édition, Louise dans l'édition, mais que pour le lecteur, et ça c'est Clément qui pourrait nous le dire, que ça devient comme une carte géographique, hein? Mais est-ce que c'est facile? Je prendrais la bibliographie de ce livre. C'est aussi facile de retracer Jean-Louis Ah oui, Victor chez... oui. Parce qu'en Oui. première page, vous avez les autres éditeurs. En première page, là, vous avez tous les autres éditeurs. OK. Ah oui. Parce que les 3 maisons ou les 4 maisons sont quand même faciles d'accès OK. C'est pour nous, les libraires. Mais quel livre vous avez préféré écrire? Ah, vous voulez mon avis sur les 25 que j'ai fait? Voilà. C'est les fables du Nouvel Âge. Ah oui. Ah oui. Ah ça, je peux comprendre tout à Je vous fait. dis, c'est pas parce que Louise est ici. Ça venait naturellement, Ah oui, hein? c'est celui-là, oui. Oui. Mais je vais vous dire une chose, Colette, ce livre, Ah ouais. Fables du Nouvel Âge, ça fait déjà quelques années qu'on y songe. Le premier Oui. livre que j'ai publié de Jean-Louis, c'était La réincarnation dévoilée. Ensuite, ça a été Vivre un métier qui s'apprend. Mais pour nous, ça a toujours été l'humour dans notre relation où on se prenait des notes de part et d'autre avec des phrases à l'emporte-pièce. Ah oui. Et quand Jean-Louis m'est arrivé avec Fables du Nouvel Âge, c'était ça. Moi, j'ai envie de rire dans tout Ah ça. oui. Et ça me faisait penser aux histoires enseignements des soufis. Ah oui, bien Voilà. sûr. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais le temps aboli, on va continuer d'entendre vos histoires. Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être Merci. venu. Merci, Jean-Louis. Merci à vous. La semaine prochaine, il sera question de plaisir, de joie. Un psychologue québécois qui s'appelle Daniel Chabot, aucun lien de parenté avec moi, malheureusement, parce qu'il a l'air très, très bien, sans que je le connaisse déjà, a écrit un livre qui a été préfacé